Et bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième podcast. J'espère que les 3 premiers épisodes vous ont plu et ont été à votre goût. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Deezer, SoundCloud, Spotify ou Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast peut être référencé et c'est ce qui me pousse à faire toujours plus de contenu et j'essaye de semaine en semaine d'améliorer la qualité. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, bye bye patron, avec underscore entre chaque mot, et vous pouvez partager toutes vos suggestions ou réactions à ce podcast en message privé ou en commentaire d'un de mes posts. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un thème qui m'a été suggéré par un de mes abonnés, à savoir comment est-ce que je procède pour effectuer un investissement locatif. Alors bien sûr, il y aurait des heures de choses à raconter sur le sujet, mais il faut bien commencer quelque part, et on va faire simple, ce sera un achat d'un appartement. Je sais que beaucoup de personnes privilégient les achats d'immeubles ou les divisions de maisons en appartements, mais là, il faut bien commencer quelque part. On va faire simple, on achète un seul appartement. En plus, les immeubles et les divisions, ça a de nombreuses qualités, notamment en termes de rentabilité. On va qu'une seule fois chez le notaire, qu'on fait qu'un seul emprunt. Mais voilà, vous avez tous vos risques concentrés au même endroit. Si demain, l'immeuble d'à côté, il décide d'ouvrir un restaurant bien malodorant du type spécialité en fondu ou spécialité de brochettes d'agneau cuit ou de sardines cuits à l'extérieur, bah, quand vous avez un immeuble à côté, tous vos biens y seront à côté d'un restaurant qui pue. Alors que quand vous avez plusieurs appartements, le risque, il est plus diversifié. Ça ne vous empêchera pas d'avoir plein de problèmes, mais au moins, ce ne sera pas à chaque fois les mêmes. Et quand on est débutant, commencer par un appartement pour se faire la main, pour voir si ça nous plaît, si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est quand même plus rassurant et puis c'est plus facile aussi peut-être de commencer par petit et après vous aurez tout le loisir d'empiler les lots les uns sur les autres jusqu'à vous bâtir un empire à la Donald Trump. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes finançable? Est-ce que la banque va vous prêter de l'argent? Parce que sans prêt, vous irez nulle part. Et si vous voulez investir du cash, il y a mieux à faire que d'acheter un appartement, un investissement locatif. Donc si vous n'avez pas de revenus ou si vous avez des revenus qui sont trop irréguliers ou trop faibles, ça va être, et sans garantie à donner à la banque, ça va être hyper compliqué d'emprunter. Donc c'est même pas vraiment la peine de vous concentrer sur la recherche de biens. La première chose à faire, c'est régler votre situation financière pour que vous deveniez finançable par la banque. Et l'idéal pour emprunter, il n'y a pas de secret, c'est soit un CDI, soit devenir fonctionnaire, c'est encore mieux. C'est pas vraiment la mentalité ou l'idée ou le but ultime plutôt de bye bye patron, mais il faut bien passer par là. Presque tout le monde est passé par là et c'est vraiment le chemin le plus simple pour y arriver. Alors le financement, il ne faut pas que ce soit sûr et certain à 100% que vous demandiez à votre banquier de s'engager noir sur blanc, mais il faut quand même que vous ayez une bonne petite idée de la possibilité que vous aurez d'emprunter. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que vous trouviez une zone de recherche. Donc pas forcément un quartier super précis, voire même une ville, mais une zone dans laquelle vous désirez investir. Le mieux, c'est que ce soit proche de chez vous. Déjà, vous allez pouvoir connaître le secteur. Si c'est trop cher, il va falloir trouver dans l'idéal une autre zone que vous connaissez. Donc ça peut être peut-être votre ville d'origine, là où votre mère ou votre grand-mère, elle habite et là où vous avez déjà été plein de fois. Ça peut être un endroit où vous êtes parti en vacances, une ville où vous avez été étudiant. Mais dans l'idéal, quelque chose que vous connaissez. C'est pas un frein systématique de ne pas connaître l'endroit où on va investir, mais ça vous fera gagner beaucoup de sérénité, de certitude et éviter de faire des boulettes. Le problème, c'est pas vraiment de détenir un bien qui est loin de chez soi, parce qu'il y a toujours possibilité de déléguer. De toute façon, c'est pas vous qui allez faire les travaux en général d'électricité ou de plomberie. Si le chauffage ne fonctionne pas un soir chez le locataire en février et qu'il fait -10 dehors, c'est pas vous qui allez régler le problème. Donc détenir un bien qui est loin de chez soi, c'est pas ultra dérangeant. Le gros problème, c'est en fait trouver le bien et l'acheter
parce que vous allez, comment est-ce que vous allez procéder? Du coup, vous allez vous bloquer des journées de visite dans lesquelles vous allez visiter une dizaine d'appartements. Mais en gros, vous allez visiter les appartements qui restent. Comme ça, quelques jours bloqués pour acheter, et ben en fait, vous allez faire un peu à l'avance. Et donc, les bonnes affaires, elles partent souvent en 1 ou 2 jours. Et vous n'allez pas être sur place. Donc, il va falloir que vous organisiez des visites à l'avance. Ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est faisable, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Et ensuite, ben, quand vous allez visiter des biens qui sont disponibles. Donc, les meilleures affaires, souvent, elles partent très vite. Donc, c'est vraiment trouver le bien qui est compliqué quand on investit loin de chez soi, plus que la gestion en tant que telle. Dans tous les cas, alors je connais pas tous les marchés de France. Je pense que si vous voulez faire de l'investissement locatif, donc toucher des loyers et pas de l'achat-revente ou de la division ou des choses comme ça, à partir de 2 500 € le mètre carré, où que vous soyez, à mon avis, c'est très compliqué de le rentabiliser. Donc, il faut que vous trouviez des villes qui sont à moins que ça, voire même à moins de 2 000 €. Il y a pas mal de classements qui sont disponibles sur Internet. Et allez y jeter un œil. Il y en a un peu partout en France, des villes comme ça. C'est pas forcément, ben voilà, vous n'aurez pas le penthouse à Monaco, mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, on cherche plutôt à faire de la rentabilité. Donc, j'ai pas été partout en France, mais voilà, si on regarde un classement rapidement, on peut voir qu'il y a des villes un peu partout dont les prix sont inférieurs à 2 500 € du mètre carré. Il y a par exemple Reims, Le Havre, Saint-Étienne, Grenoble, Dijon, Nîmes, Angers, tout ça, Le Mans, Clermont-Ferrand, Brest, Limoges, Amiens, Perpignan, Metz, Besançon, donc voilà, Orléans. Donc il y en a un peu pour tout le monde. C'est voilà, il faut pas se concentrer juste sur la ville où on habite forcément. La plupart des gens, ils habitent dans les villes où il y a du travail, et les villes où il y a du travail et où tout le monde veut aller, et ben c'est les plus chers. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait acheter à ces prix-là, j'ai juste dit qu'il fallait viser des villes de ce type, parce que dans les villes où les prix sont plus élevés, vous n'allez pas avoir de la rentabilité. Et voilà, dans une ville où le mètre carré il est à 5 000 €, ça va être compliqué de trouver un bien à 1 000 ou 1 500 € du mètre carré. Ensuite, on va sur notre très cher ami, Le Bon Coin, et on commence à passer en revue des annonces, comme si on scrollait sur Instagram à la recherche du nouveau thé miracle. Donc là, vraiment, il faut un peu manger de l'annonce, regarder un peu tout ce qui se fait. Vous allez vite avoir la tendance de la ville. Généralement, dans la plupart des villes de France, il y a des quartiers sensibles, des cités où les voitures elles brûlent, où il y a des dealers et tout ça. Bah voilà, il faut éviter. Et après, il y a aussi des quartiers bourgeois qui ont un peu trop la cote, où il y a des bobos, où il y a voilà, les professions libérales et tout ça. Et ça, c'est aussi des quartiers qu'il faut souvent éviter parce qu'ils vont être trop chers et pas assez rentables. Après, si vous trouvez un bien dans ce type de quartier, ben, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion à partir du moment où il est rentable. On n'est jamais à l'abri de faire une bonne affaire. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est votre premier investissement, il va être assez déterminant pour la suite des opérations. Si vous vous ratez sur celui-là, rien n'est inéluctable dans la vie, on peut toujours avec de l'argent et du temps réparer les choses. Mais si vous faites un mauvais achat à ce moment-là, vous allez être bloqué pour les suivants, ou alors vous allez être peut-être dégoûté si vous avez acheté dans le mauvais quartier, que vous avez que des problèmes. Donc voilà, il faut vraiment passer du temps. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait en une après-midi. Ça prend du temps d'acheter son premier bien. Alors il faut pas non plus faire que se former, faire que de la théorie et pas foncer et au moins faire des visites. Mais prenez pas les choses à la légère. Il y a des gens, ils passent plus de temps pour choisir leur téléphone ou l'endroit où ils vont partir en vacances que pour déterminer l'appartement ou la résidence principale dans laquelle ils vont habiter pendant 20 ans. Ne soyez pas ces gens-là. Ensuite, moi, pour calculer rapidement combien je vais rembourser, j'utilise la règle, c'est même pas vraiment une règle, c'est un constat, bon, je pense que je suis pas le seul qui l'ait fait, c'est que 100 000 €, c'est 500 € de remboursement pendant 20 ans, plus ou moins. Peu importe le taux ou l'assurance, voilà, c'est l'ordre d'idée que vous devez avoir. Donc si vous achetez quelque chose qui vaut 100 000 €, vous allez rembourser 500 € par mois. Si vous achetez quelque chose qui coûte 50 000, ça va être 250. Si vous achetez quelque chose qui coûte 200 000, ce sera 1 000 € par mois. Et avoir ça à l'esprit, ça permet de faire très rapidement les calculs quand vous visitez, quand vous négociez, ou quand vous faites vos recherches. Si vous voyez quelque chose qui coûte plus de 100 000 € et qui va se louer moins de 500 € par mois, eh ben vous êtes sur la mauvaise route. Donc c'est pas la peine de venir pleurer en mode non, mais vers chez moi, ça se passe pas comme ça, tout coûte trop cher, toi tu comprends pas. Tout le monde, tout le monde a ses problèmes, à vous de régler les vôtres.
Si vers chez vous, ça se passe pas bien comme ça, ben, allez ailleurs ou visitez ailleurs ou déménagez ou c'est pas vous qui ferez baisser, le prix de l'immobilier ou augmenter les loyers. Et c'est surtout pas une excuse pour ne rien faire. Ensuite, je vais vous indiquer une grosse news, attention, le secret des dieux. Si vous voulez acheter un bien rentable, il faut acheter un bien pas cher. Ne tombez pas sous le charme de biens refaits ou de biens qui ont une vue exceptionnelle. Vous, il vous faut un bien rentable. Et les biens rentables, c'est les biens pas chers. Les niveaux de loyer, en fait, ils varient assez peu entre un bien exceptionnel et un bien moyen. Par contre, les prix à l'achat, eux, ils varient à fond. Donc, il faut que vous achetiez les appartements les moins chers dans des quartiers qui sont corrects. C'est ça le secret. N'essayez pas de dire non, mais moi je veux que ce quartier ou je veux que ce genre d'appartement. Non, c'est pas la peine de faire la fine bouche. Il va falloir faire des compromis. Le compromis qu'il faut jamais faire, je pense, c'est celui du quartier dangereux, malfamé. Là, il faut jamais y aller parce que vous allez avoir que des locataires de merde. Ou alors vous allez avoir beaucoup de vacances, ou alors les gens ils vont rester 2 mois et vont partir. Par contre, tôt ou tard, il va falloir faire des compromis. Sinon, si les appartements ils sont parfaits, bah, le prix il sera pas bon. Ensuite, le deuxième point, c'est on parle toujours, en gros, les endroits où l'immobilier il est cher, il y a des plus-values possibles, et les endroits où l'immobilier il est pas cher, il n'y a pas de plus-value. Là, j'ai un classement sous les yeux des plus grosses hausses de 2020. Donc, il y a des villes comme Angers, Limoges, Orléans, Montreuil, Metz, Nantes qui ont pris plus de 10%. Donc ça va de villes comme Limoges, où le prix du mètre carré il est apparemment à 1840 euros, à Montreuil, où le prix du mètre carré il est à 6800 euros. Donc c'est pas le prix que vous allez payer qui va déterminer la plus-value. Alors c'est sûr, si vous achetez un appartement à 500 000 euros à Paris et que l'immobilier il prend 5 ou 10%, bah ça se verra plus que si vous achetez un appartement à 50 000 euros à Limoges. Mais personne ne sait quelles vont être les plus-values. Personne ne sait. Je veux dire, le marché, il a déjà pricé, on va dire, entre guillemets, les plus-values potentielles. Donc, personne ne sait quel marché va augmenter, si le marché va augmenter, si un marché va augmenter plus vite qu'un autre. Je veux dire, comment est-ce qu'il pourrait savoir? Personne ne le sait. Et si on regarde, en fait, les prix, ils sont plus influencés par les conditions bancaires et les taux d'intérêt que par vraiment l'offre et la demande. Il y a des études à ce sujet, mais de toute façon, c'est assez simple à comprendre. Les gens, pour leur résidence principale, ils vont voir leur banquier, ils leur disent je peux rembourser 1000 euros par mois, combien est-ce que vous me prêtez? Et en fonction des taux, il va dire par exemple 210 000 euros. Ils vont chercher une maison à 210 000 euros. Si avec des taux plus élevés, ils avaient eu le droit à 170 000 euros, ils auraient acheté une maison à 170 000 euros. Donc mathématiquement, ça fait augmenter les prix. Et maintenant, des Starbucks et des KFC, il y en a partout en France, donc c'est plus un critère déterminant qui pourrait justifier une plus-value potentielle. Voilà, c'est votre premier investissement. Essayez de pas trop flamber. Achetez quelque chose à un prix raisonnable, je sais pas, de 50 ou 100 000 euros maximum. Il faut pas tout de suite faire des plans sur la comète. Et pour trouver le bien, il n'y a pas de secret. C'est vous allez sur les sites des annonces, vous appelez, vous visitez, vous visitez. C'est que comme ça que vous allez trouver le bien qu'il faut. C'est pas la peine de chercher la perle rare, juste l'élu, et vous allez l'appeler, vous pensez, et ce sera celui-là. Non, vous mettez vos critères en place, notamment le prix et la rentabilité et le quartier, et ensuite vous appelez, vous allez visiter des choses, même si vous avez l'impression que c'est trop cher, vous allez les visiter, même si vous avez l'impression que c'est trop grand, trop petit, faut visiter, faut visiter. Comme ils disent dans le podcast des Gentlemen Investisseurs, il faut foncer en visite, et c'est vraiment ça qui est déterminant. C'est pas en faisant une, deux ou trois visites que vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Je veux dire, dans plein de choses dans la vie, vous faites plusieurs essais. Là, faut au moins alors vous pouvez toujours trouver la bonne affaire du premier coup, mais franchement, il faut au moins visiter 10, 15, 20 biens pour avoir une bonne image, une bonne idée, voir ce qui est possible ou non. Quand vous visitez, il faut harceler les agents immobiliers et les vendeurs de questions. Et c'est comme ça que vous allez prendre de la connaissance, comprendre des choses que vous n'avez pas compris à la base. Ils vont vous dire par exemple à combien c'était loué avant. Et une fois que vous aurez 3, 4, 5 agents qui vous dira à combien c'est loué, ben voilà, vous pourrez avoir une bonne idée du revenu que vous pouvez en tirer. Alors ensuite, la question à se poser, évidemment, c'est quelle rentabilité minimum il faut viser. Alors bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs, bah, le plus c'est le mieux. Voilà, on entend souvent parler sur Internet de 10% brut. Si vous arrivez à avoir du 10% brut, c'est vraiment pas mal. Après, ça va dépendre de la ville, de votre situation personnelle, si vous êtes prêt à mettre un petit peu d'apport. À la limite, parfois, vous pouvez vous contenter de
un petit peu moins de renta. Vous pouvez aussi, via certaines stratégies, augmenter les revenus potentiels. Mais je pense, voilà, il faut jamais descendre, surtout sur un premier achat, en dessous de 8,5-9% de rentabilité brute. Donc, bon, chacun fait son calcul de renta à sa sauce. Mais pour moi, la rentabilité brute, c'est le loyer hors charge fois 12 divisé par le prix d'achat, plus les frais de notaire, plus les travaux. Donc, si vous voulez 10% de renta, c'est assez simple. Par exemple, un bien qui se loue 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an. Donc, il faut qu'il vous coûte au maximum 60 000 euros. Alors, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Ça, je dis pas du tout que c'est facile, mais si c'était facile, tout le monde le ferait, comme on dit. Donc voilà, il faut beaucoup chercher. Parfois, il va falloir beaucoup négocier. Donc, comme moi je vous l'ai dit, 10% c'est l'idéal. Vous, si par exemple vous avez un peu d'apport, vous pouvez descendre à 9, 8,5. Donc ça fait du 70 000 euros. Mais ça, c'est vraiment le max, max, max qu'il faut payer pour un bien qui se loue 500 euros hors charge. Sinon, ça va être trop compliqué pour la suite. Vous allez avoir trop de problèmes. Vous allez essayer de faire des économies de bout de chandelle parce qu'au final, votre bien ne sera pas assez rentable et vous allez essayer de gratter un peu partout. Par exemple, pas déléguer des travaux ou la gestion, ne pas faire certains travaux qu'il faudrait faire. Donc ne vous laissez pas embobiner par des marchands de rêve ou des agents immobiliers qui vous disent que c'est impossible. C'est possible, il y a tous les jours des gens qui le font. C'est pas simple, c'est pas la première annonce où vous allez trouver ça, ça va pas être le bien tout neuf, mais ça se trouve. N'oubliez pas qu'un agent immobilier, souvent, lui, il va avoir peut-être 10, 15 ou 20 biens en vente. Vous, en 2 heures de Le Bon Coin, vous avez vu 200 ou 300 annonces. Donc, eux, ils vont faire comme s'ils connaissaient le marché. Mais au final, si vous faites 15-20 visites et que vous avez vu 200 annonces, bah, vous allez être plus au fait des prix et des possibilités que... Après, c'est pas pour ça qu'il faut les snober. Souvent, ils ont quand même des informations qui sont utiles et ils peuvent vous apporter des choses. La grosse erreur à éviter à l'achat, et surtout sur son premier achat, je pense, c'est acheter un particulier pour éviter de payer des frais d'agence. Les particuliers qui vendent par eux-mêmes, ils ont tendance à complètement délirer sur les prix. Si vous regardez parfois Stéphane Plaza, Maison à vendre, vous voyez bien que le premier truc qu'il fait, c'est les ramener à la raison pour qu'ils baissent leur prix. Alors j'ai déjà acheté chez des particuliers, mais à chaque fois, il faut vraiment négocier à fond parce que... Et encore juste pour se rapprocher d'un prix qui nous convient. Mais quand je dis à fond, c'est 20 ou 30%. Alors que les agents, en général, ben, eux, leur but, c'est de vendre vite parce que ça leur fera moins de travail. Et donc, ils vont essayer de, comme ils disent, travailler le prix. En gros, ils vont faire en sorte que le vendeur, il accepte un prix qui est plus raisonnable. Le but, c'est pas de négocier pour négocier. Ça sert à rien de dire, voilà, je vais acheter ce bien parce que j'ai négocié 20% et l'autre, j'ai négocié que 5%. Si vous partez du mauvais départ, eh ben, on s'en fout de combien vous avez négocié. Le but, c'est le prix que vous payez à la fin. Il y a plein de bonnes affaires où en fait, on paye le prix indiqué et on gratte rien. Si vous avez 10 acheteurs sur le coup, que vous êtes le premier à visiter, eh ben, vous payez le prix. Si c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. J'ai rarement eu de contre-exemples, alors autant, je pense que si vous êtes sur ma page, vous savez que les agents immobiliers, je les porte pas tous dans mon cœur, mais franchement, à l'achat, c'est vraiment mieux de passer par eux. Déjà, ils ont quand même, voilà, ils sont pas payés pour rien faire, donc ils vont quand même un peu vous faciliter en théorie la transaction. C'est pas une règle à 100%, mais dans la majorité, l'immense majorité des cas, privilégier un achat via un agent immobilier. Une fois que vous avez trouvé un bien qui vous convient, et en même temps en fait que vous déterminez s'il vous convient ou non, il est super important que vous sachiez déjà comment est-ce que vous allez exploiter le bien. Par exemple, ça peut être un studio que vous allez louer à des étudiants, ça peut être un grand appartement que vous allez louer à une famille ou à une colocation, ça peut être un appartement qui est complètement défraîchi pour lequel il va falloir faire des travaux. Dans tous les cas, il faut que vous vous posiez absolument la question de la cible. Si vous êtes dans une toute petite ville et que vous achetez un studio, il faut que vous vous assuriez qu'il y a bien de la demande locative pour ça. Idem pour la colocation, c'est super à la mode, ça peut augmenter la rentabilité. Il y a plein de villes où la colocation elle est sursaturée parce que des gens ils ont acheté des appartements trop grands ou trop chers, ils ont cherché de la rentabilité comme ça. Et voilà, les étudiants, ben, c'est pas infini. Il y en a plein qui préfèrent habiter tout seuls. Donc, il faut vraiment que vous posiez la question. La question du prix de location, elle est importante, mais il faut aussi que vous posiez la question de la quantité de demandes que vous allez avoir. Alors, même si je ne le recommande pas, tout le monde connaît la fausse annonce sur Le Bon Coin. C'est le meilleur moyen de prendre la tendance et de voir s'il y a de la demande ou pas. Aucun agent immobilier il pourra vous dire s'il y a de la demande sur la colocation, sauf si vraiment lui, il est spécialisé là-dedans. Et ce qui est important aussi, c'est que
ce choix d'exploitation, il va conditionner votre régime fiscal. Donc en gros, pour ne pas payer trop d'impôts, il n'y a pas 1 million de solutions, mais il y en a quand même dans l'immobilier. C'est soit faire des gros travaux, soit faire du meublé, soit passer par une société à l'impôt sur les sociétés du type SCI à l'IS. Si vous voyez un appartement qui ne se prête pas au meublé et qui n'a pas de gros travaux à faire, sauf si vous avez des revenus très faibles, ben, vous savez que vous êtes bon pour passer par une SCI à l'IS avec un coût de création et un coût d'expert comptable chaque année. Donc, il faut que vous vous posiez la question si vous êtes prêt à ça. Si vous voulez faire du meublé, du LMNP, c'est vraiment un régime qui a le vent en poupe en ce moment. Si vous achetez un appartement de 110 mètres carrés, je ne suis pas sûr que ça s'y prête. Pareil pour le LMNP, les meubles, ça a un coût. Il faut aussi que vous budgétisiez ça. Surtout pour vos premiers achats, quand vous n'avez pas encore trop de trésorerie disponible. Sinon, c'est un coût à se retrouver à la rue. Le dernier point que je voulais aborder, ça concerne les charges de copropriété. C'est quelque chose auquel il faut que vous fassiez hyper attention, surtout si vous achetez dans des grands immeubles. Donc en fait, il y a deux types de charges de copropriété. Enfin, il y a deux façons de les payer qui dépendent du chauffage. Donc il y a les chauffages qui sont individuels, c'est électrique ou alors au gaz avec une chaudière dans l'appartement, vous le voyez tout de suite. Et ces chauffages, ils ne rentrent pas dans les charges. Alors que sinon, il y a des chauffages collectifs, comme c'est souvent le cas dans les immeubles des années 60-70, où le chauffage, il rentre dans les charges. Mis bout à bout, je pense que si vous êtes propriétaire et que vous habitez dans un appartement, ça ne va pas changer la face du monde. Par contre, quand vous annoncez un prix avec charge, s'il n'y a pas le chauffage, le prix que vous allez afficher va être beaucoup plus bas et les gens ils vont être plus attirés par cet appartement plutôt qu'un appartement où il y aura déjà trop de charges vu qu'il tient compte du chauffage. Les montants à ne pas dépasser, donc pour les copropriétés où le chauffage il est individuel, il ne faut jamais dépasser les 100 euros par mois. Parfois, on se retrouve avec du 20, 30, 40, 50 euros si c'est des syndics bénévoles. Ça, c'est l'idéal. Après, si c'est un syndic bénévole, ben, vous savez qu'il est bénévole, donc il ne fera pas tout ce que vous voulez comme vous voulez. Pour les immeubles avec le chauffage collectif, surtout les immeubles des années 70, là, vous pouvez avoir des montants de charges qui sont très élevés. Là, je vous conseille vraiment, pour un 60 mètres carrés, de ne pas dépasser 150 euros par mois. Je pense que c'est vraiment la limite. Au-delà de ça, vous allez avoir du mal à louer, ou alors vous allez devoir prendre une grosse partie des charges pour vous, et ça va fortement baisser votre rentabilité. Parce que selon les villes, vous ne pouvez pas afficher des montants de loyer extraordinairement élevés, même si en fait ça comprend une grosse partie de charges qui au final profitera aux locataires. S'il y a un concierge, par exemple, c'est pareil, ça va éviter les espaces verts. Il existe des appartements de type F5, 100 mètres carrés, avec 350, 400, 450 euros de charges par mois. Et ça, c'est des appartements, vous ne pouvez pas les louer à des prix extraordinaires, parce que déjà, les copropriétaires qui ont ces charges-là, ils ne sont pas toujours en très bon état, donc vous ne pouvez pas afficher un loyer hyper élevé sur base du standing de l'immeuble. Et en plus, après, au bout d'un moment, les gens, ils achètent eux-mêmes. Ils ne vont pas forcément louer. Donc vous êtes plafonné, je ne sais pas, peut-être à 1000 euros par mois. Et si vous avez déjà 400 euros de charge, il ne vous reste plus que 600 euros pour faire face au remboursement d'un appartement qui est grand et auquel vous avez payé un prix qui ressemble en gros au prix au mètre carré fois la surface. Prêtez vraiment attention au montant des charges, ça peut vous pourrir un investissement. Si vous avez un appartement avec beaucoup de charges, et ben dans ce cas-là, il faut beaucoup négocier. Comme je vous ai dit, je vous ai rappelé 500 euros par mois, c'est 100 000 euros. Donc s'il y a 100 euros de charges par mois en trop, que vous estimez en trop, et ben ça coûte 20 000 euros. Et en plus, les 500 euros pour 100 000 euros, c'est que pendant 20 ans, alors que les charges, vous les aurez pour toujours. Donc s'il y a 100 euros en trop, négociez au minimum 20 000 euros par rapport à un appartement équivalent qui n'aurait pas ces charges. Voilà, je ne veux pas faire trop long pour ce podcast, donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a donné des bons éléments pour votre recherche. Je n'ai pas détaillé tout le processus d'achat parce que c'est très long. Je ferai peut-être un épisode ultérieur là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mon podcast. C'est que comme ça qu'on se développe
Et c'est que comme ça que je peux ajouter des jingles de fou. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas, visitez, visitez, visitez et visitez. Bye bye.